Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell. Dans cette émission Droit devant, je reçois, et j'en suis très heureux, Claire Touffet, chef de rubrique en santé et sécurité au travail au sein des éditions Lefebvre Dalloz. Claire, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci pour ton invitation. Et merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Alors je précise que tu pilotes également donc, le guide Services généraux environnement de travail édité par les éditions législatives, une entité du groupe Francis Lefebvre, du groupe Lefebvre Dalloz, pardon. Quelle est l'actualité du guide en ce moment? Alors, et on va voir d'ailleurs une image en même temps. Exactement, l'actualité du guide de Lionel, c'est toujours la lettre d'actualité du guide des services généraux qui est édité tous les mois, oui. Notamment avec un dossier qu'on a pu faire sur les mesures de la loi dite énergie renouvelable de mars dernier. Oui. Les mesures pouvant intéresser les DET, mais on en parlera un peu plus après, à l'ordre du jour. Une interview de Nathalie Cara, DET de Manitan, que tu connais bien. Oui, que j'ai eu le plaisir de recevoir sur ce plateau il n'y a pas si longtemps. Exactement. Voilà. Et dans les futurs dossiers, un en droit des contrats sur la clause d'indexation du prix d'un contrat de fourniture ou de prestation de service. D'accord. Et un autre également en préparation sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Le fameux DURP, oui. Donc pour rappel, normalement, le dépôt pour les entreprises de plus de 150 salariés doit être fait sur un portail numérique à partir du 1er juillet 2023, mais on attend toujours le texte d'application par rapport à ce portail. À suivre. Oui. Et oui, on va en reparler sûrement de ce document unique. Mais notre actualité juridique de cette émission est déjà bien chargée, Claire, est bien dense, je dois dire. Et au sommaire, donc ce mois-ci, nous avons un point sur le passeport prévention. On parlera aussi d'eau chaude dans les locaux professionnels, d'obligations nouvelles en matière d'énergie renouvelable, de l'élargissement du décret BACS. Encore un acronyme, mais tu nous diras ce dont il s'agit, Claire. Et on terminera avec quelques jurisprudences qui concernent le bail commercial. Alors Claire, on démarre avec le passeport prévention et un décret de fin 2022 donc, qui vient déterminer les modalités de mise en œuvre de ce fameux passeport prévention. En effet, Lionel, le passeport prévention il a été créé par la loi pour renforcer la prévention en santé au travail du 2 août 2021. Entre autres, beaucoup de nouveautés avec cette loi, mais en tout cas pour les formations, c'est le passeport prévention. L'objectif du passeport, c'est de tracer toutes les formations en santé et sécurité au travail des travailleurs tout au long de leur carrière. Ouais. Et donc, comme tu l'as indiqué, un décret 2022 est venu indiquer les modalités de mise en œuvre. Dans un premier temps, c'est toutes les formations qui sont facilement transférables qui vont être mises sur ce passeport prévention. Alors, c'est quoi les... Donc, ça va être les formations qui sont obligatoires du fait de la réglementation. Ouais. Par exemple, un travail en hauteur. Et d'autres formations en fait, qui ne vont pas être obligatoires au titre du Code du travail, mais être nécessaires pour que le travailleur exerce son activité. Par exemple, quelqu'un qui va conduire un chariot va avoir besoin d'être formé à la conduite de ce chariot et aura une habilitation qui va être donnée par l'employeur derrière. Donc, ce sera par exemple la formation à la conduite de chariot. Donc ça, obligatoirement, ça va migrer sur... Ça va migrer dans un premier temps sur le passeport prévention. Après, on pourra envisager d'autres formations, mais dans un premier temps, c'est celle-ci. Okay. Il y a eu un petit différé dans l'entrée en vigueur du passeport prévention. Il va entrer en vigueur en octobre 2022, mais finalement, il y a eu un site d'information qui a été mis en ligne par les ministères du Travail. Ouais. Et il vient de préciser qu'à fin mai 2023, il était désormais la version bêta, en tout cas du passeport prévention, est accessible par les travailleurs qui sont titulaires du compte personnel de formation. CPF. Le fameux CPF. Et ce ne sera qu'en 2024 que les organismes de formation et les employeurs auront accès à ce passeport prévention. Ah d'accord, il y a un délai entre... Il y a un délai entre la version bêta accessible aux travailleurs et le fait que les organismes vont pouvoir mettre des attestations, des formations. Et ce sera sous couvert de l'autorisation pour l'employeur, tout du moins, du travailleur, pour qu'il puisse accéder au passeport prévention du travailleur. Très bien. On garde en tête, dès 2023, en version bêta pour les salariés. Exactement. Et 2024 pour les employeurs. Exactement. Avec l'autorisation du salarié. Tout à fait. Très bien, j'ai suivi. On va parler maintenant d'eau chaude. On sait que l'eau des lavabos doivent être à température réglable, mais il existe une dérogation dans un but de sobriété énergétique qui avait été mise en place dans le cadre... de la démarche de sobriété énergétique. Alors peut-être faire un rappel clair sur cette dérogation et nous expliquer, je crois qu'il y a une extension, c'est ça qui est prévu
qui vient de paraître. Sous quelle forme d'ailleurs? C'est quoi? En fait, c'est un décret qui est venu permettre cette dérogation, parce que normalement, au titre du Code du travail, la température, comme tu l'as dit, elle doit être réglable dans les locaux professionnels. Donc eau froide, eau chaude? Eau froide, eau chaude, pour avoir les deux. Là, ça permet d'avoir uniquement de l'eau froide, et ce jusqu'au 30 juin 2024. Pour l'instant, c'est ce que permet le décret. Toutefois, il y a plusieurs conditions pour pouvoir mettre en place cette dérogation. Il faut consulter au préalable le comité social et économique, donc le dialogue social, on oblige. Il faut vérifier au regard du document unique d'évaluation des risques professionnels de l'activité que ça ne vient pas créer un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs de ne plus avoir d'eau chaude. Et enfin, vérifier que les entreprises extérieures qui interviennent dans l'entreprise n'ont pas besoin d'eau chaude pour travailler. Et à certains locaux qui ne sont pas concernés par cette dérogation, on ne peut pas enlever l'eau chaude dans ceux-ci. Il y a le local d'allaitement, le local de restauration et tous les lieux d'hébergement finalement, les lavabos, des lieux d'hébergement, mais également les douches. Ah voilà, j'allais dire, la douche à l'eau froide, c'est moyen. Voilà, non, douche écossaise, il faut avoir l'eau chaude également. Donc dérogation possible sous conditions que tu viens d'expliquer, et notamment dialogue social. Moi, je me disais que, a priori, la sobriété énergétique, ça allait durer. Est-ce qu'on peut imaginer que cette dérogation devienne pérenne dans le temps? On pourrait très bien imaginer que ça se poursuive dans le temps finalement. Alors, peut-être pas une modification du Code du travail lui-même, parce que ça reste une dérogation quand même, mais une prolongation de cette dérogation, peut-être un nouveau décret qui viendrait prolonger le dispositif, peut-être même plusieurs fois. Finalement, peut-être d'année en année, c'est ça? Parce que là, c'est valable jusqu'au juin 2024. Donc, on voit que ça fait à peu près une année. C'est peut-être aussi pour voir l'effet que ça peut avoir en termes de sobriété énergétique, d'économie d'énergie, cette mesure dans les établissements qui le mettent en place. Après, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il faut évaluer le risque. Donc si à un moment donné, on a l'impression que on voit, ça démontre qu'il y a un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, il faudrait remettre l'eau chaude finalement. Très bien, merci. Alors on reste dans l'énergie avec les obligations issues de la loi sur les énergies renouvelables. Et on commence avec des précisions sur l'obligation de couvrir les parkings extérieurs d'ombrières photovoltaïques. C'est ça? En effet, Lionel, c'est la loi qu'on dit ENR ou APR, donc la loi pour l'accélération de production des énergies renouvelables du 10 mars 2023. Donc la fameuse obligation d'ombrière, donc ça va concerner les parcs de stationnement de plus de 1500 mètres carrés. Oui, il n'y a pas de changement là-dessus? En fait, il existe déjà une obligation des parkings extérieurs, on l'a vu ensemble, la loi climat et résilience, mais ça vient s'ajouter en fait à cette obligation. Donc ça, c'est applicable au 1er juillet 2023, ou pour tous les parcs qui ont eu une demande d'autorisation d'urbanisme à partir du 10 mars 2023, qui est la date d'entrée en vigueur de la loi ENR. Donc l'obligation, c'est bien d'installer sur au moins la moitié de leur superficie, pour ces parcs, des procédés de production d'énergie renouvelable sur toute la totalité de l'ombrage. Il y a une utilisation qui est possible entre plusieurs gestionnaires de parcs, à partir du moment où ils vont respecter les 50% de la superficie totale. Ils vont pouvoir mutualiser. Bon, après, on attend plusieurs décrets pour vraiment préciser la mise en œuvre de ces obligations. L'application, elle a une date d'entrée en vigueur différente s'il y a une gestion ou non en délégation de service public ou en concession de ces parcs. S'il y en a une, s'il y a un contrat qui doit être conclu ou renouvelé avant le 1er juillet 2026, dans ces cas-là, l'entrée en vigueur est au 1er juillet 2026. Ah, c'est au renouvellement? C'est au renouvellement. Sinon, ce sera au 1er juillet 2028. S'il n'y a pas de délégation de service public ou de concession, dans ces cas-là, tout dépend de la superficie du parc. En dessous de 10 000 m², ce sera à partir du 1er juillet 2028, alors qu'au-dessus de 10 000 m², c'est dès le 1er juillet 2026. Il y a cette petite spécificité. Donc les grands parcs sont concernés en premier. Donc les grands parcs au-dessus de 10 000 m², c'est dès 2026. Dès 2026. Et les autres, c'est à partir de 2028. Jusqu'à 2028. Et c'est selon s'il y a une délégation ou pas. Exactement. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une sanction pécuniaire qui a été mise en place en cas de non-conformité de cette obligation et qui est quand même assez dissuasive puisqu'elle peut être donnée par l'autorité administrative pour chaque année où il n'y a pas encore la mise en conformité du parc. Pour les parcs de moins de 10 000 m², elle peut aller jusqu'à 20 000 € par an. Et pour ceux de plus de 10 000 m², jusqu'à 40 000 € par an. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y aura aussi des contrôles, du coup? Il y aura des contrôles exactement de l'autorité pour vérifier la mise en œuvre de cette obligation, sachant que le gestionnaire
pourra avoir un report de délai de cette mise en conformité s'il prouve qu'il a mis toutes les diligences en œuvre pour qu'elle soit respectée, mais que le retard n'est pas de son fait, par exemple. Oui. Donc le préfet pourra lui accorder un report éventuel. Bon, ça va, il y a un peu de souplesse, si jamais c'est pas volontaire, je veux dire. Exactement. Hein, Alors, toujours dans ces obligations nouvelles, on va passer du parking à la toiture maintenant, puisque vous savez qu'il y a aussi la nécessité de végétaliser les toitures des immeubles neufs ou lourdement rénovés, et, ou bien une extension aussi de ces obligations pour le parc non résidentiel existant. Alors, qu'est-ce qui se passe? En effet, en plus de la loi climat résilient dont on avait pu parler avec l'entrée en vigueur au 1er juillet 2023 de l'obligation de verdir les toitures ou de panneaux photovoltaïques, la loi ENR, elle vient élargir le champ d'application, parce que dès le 1er janvier 2025, les bâtiments publics vont aussi être assujettis à cette obligation. Il n'était pas. Il ne l'était pas avant. Ah, d'accord. Donc ça va être les hôpitaux, les bâtiments administratifs, loisirs, ça fait énormément de bâtiments qui vont être concernés en plus. Ouais. Et pour les bureaux qui étaient déjà concernés, mais quand ils faisaient 1000 m² d'emprise au sol, le seuil va être descendu à 500 m² d'emprise au sol, qui est en fait la taille des autres bâtiments, mais il y a une harmonisation. Donc beaucoup plus de bâtiments vont presque tous les bâtiments également être concernés pour les bureaux. Et enfin, il y a une couverture minimale qui augmente au fil des ans, avec la loi ENR qui a été rajoutée. Donc, elle était déjà de 30% au 1er juillet 2023, c'est ce qui était prévu par la loi climat et résilience. 30% de la toiture doit être couverte soit en photovoltaïque, soit en végétalisation. En 40% en 2026, et ça passe à 50% en 2027. Ça, c'était pas prévu, c'est ça? Ça, c'est tout nouveau avec la loi ENR. Ah oui, donc une augmentation de la surface qui doit être couverte, soit par les panneaux photovoltaïques, soit par la végétalisation. On rappelle les étapes, les trois dates. Donc le 30% au 1er juillet 2023, 40% au 1er juillet 2026 et 50% au 1er juillet 2027. Voilà. Pour tous les bâtiments. Pour tous les bâtiments qui sont concernés par l'obligation de mettre la toiture, et donc de 500 m² d'emprise au sol. Bon, ben voilà, c'est bien. On va avoir des belles toitures végétalisées ou après, évidemment, il reste à voir si c'est économiquement possible ou pas. C'est comme pour les ombrières, il peut y avoir des dispenses, c'est ce qu'on peut voir à l'écran. Il peut y avoir des dispenses quand il y a des contraintes techniques, sécurité architecturale, patrimoniale, ou alors en effet quand le coût économique est difficilement supportable. Dans ces cas-là, il peut y avoir des dispenses, mais il faut encore qu'il y ait des décrets qui viennent préciser quels sont ces critères très spécifiquement. Sachant qu'il y a des décrets actuellement, des projets de décrets en consultation publique. Et par exemple, pour la définition des travaux de rénovation lourde, ça va être ceux qui vont influer sur la solidité de la structure, par exemple. Ce serait la définition. Et pour tout ce qui est dispositif de végétalisation, venir donner les centimètres de substrat à respecter, les types de végétaux à installer, la capacité de rétention d'eau, donc ça devrait être défini par décret. D'accord, et là pour le moment, les décrets c'est en sont pas consultation sortis. publique, ils ne sont pas encore publiés. Quand ils seront publiés, ce sera effectif pour mettre en œuvre cette obligation. D'accord, donc là, par contre, tout de suite, à juillet 2023, il ne se passe rien tant que les décrets ne sont pas sortis. Non, après c'est vrai que comme il y a eu la loi climat résilience, là il y a la loi ENR qui sont à peu près sur les mêmes tableaux finalement d'obligations. C'est pour ça qu'il y a une attente de publication des textes pour que tout soit harmonisé. Après il y aura peut-être peut toujours y avoir un report possible de l'obligation si les décrets n'ont pas le temps de sortir. Ce qui arrive. Là, ça devient un peu juste, hein. Ça va être très très juste. Ok, merci pour cette précision. Donc si je comprends bien, il faut quand même aussi les suivre puisqu'il y a des décrets à venir. Actu dense, décidément ce mois-ci, en ce qui concerne les obligations liées à l'énergie, puisque il y a également un élargissement du décret BACS. Alors on va peut-être rappeler déjà de quoi il s'agit, ce décret BACS. C'est quoi déjà? Alors BACS, c'est Building Automation and Control System. Donc en fait, c'est la loi énergie-climat de 2019, toujours l'énergie, comme tu dis, c'est très dense, qui avait imposé l'installation dans les bâtiments tertiaires d'un système d'automatisation et de contrôle de l'immeuble, d'où BACS en anglais. C'est ça. C'est différent du décret tertiaire, on est d'accord? C'est encore un autre décret, on est bien d'accord. Voilà, décret BACS et décret tertiaire, non, parce que
Des fois, on a tendance à un peu à Il y a beaucoup de décrets qui viennent se mettre en parallèle, des fois sur les mêmes obligations. Donc là, c'est un décret qui oblige à basculer l'immeuble ou à équiper l'immeuble, on va dire, d'un système de GTB. C'est un GTB, c'est ça, c'est de la gestion technique du bâtiment, en fait, du pilotage du bâtiment, exactement, des énergies. Donc, il y a une révision d'un décret de 2020 qui élargit d'ailleurs considérablement le nombre d'immeubles concernés et qui limite les dérogations, renforce les contrôles. On voit que ça s'accélère quand même depuis ce qu'on présente tout à l'heure. On voit qu'il y a des élargissements, on fait entrer dans les périmètres de plus en plus d'immeubles, et là, c'est le cas avec la révision de ce décret. En effet, puisque le décret initial de juillet 2020, donc dit décret Bax, visait les immeubles qui avaient des systèmes de contrôle d'une puissance nominale supérieure à 290 kW. Ouais. Mais les pouvoirs publics, ils ont bien vu qu'il y avait une augmentation du coût de l'approvisionnement en énergie, et dans une volonté de sobriété énergétique, et que tout le secteur tertiaire se saisisse de cette problématique. Avec un décret d'avril 2023, ils sont venus élargir pour les systèmes de puissance nominale supérieure à 70 kW. Ouais. Donc il y a beaucoup plus d'immeubles qui sont concernés. Ouais. Comme tu l'indiquais, ils viennent limiter aussi la clause de dérogation pour motif économique. Okay. Puisqu'en fait, le temps de retour sur investissement, c'était un calcul qui était fait sur 6 ans, passe à 10, ce qui fait que l'amortissement est beaucoup plus long. Et oui. Donc potentiellement, il y a plus de bâtiments qui vont rentrer aussi sous le coup de ce système, cette gestion technique du bâtiment. Ouais. Et renforcement des contrôles ? Renforcement des contrôles, l'obligation d'entretien, elle devient systématique, elle est renforcée, et il y a une inspection plus approfondie qui est mise en place par le décret, le nouveau décret Bax finalement. Compris. J'imagine qu'il y a là aussi des pénalités potentielles si on n'entre pas dans les clous. Hein. Oui, il y a des sanctions qui sont prévues. Le ministère de la Transition écologique essaye d'aider quand même les entreprises dans cette application de ce décret. Donc, il y a un guide sur leur site internet pour les modalités d'application du décret Bax, et également pour avoir des conseils pratiques pour optimiser le fonctionnement des systèmes. Et là, c'est sur le site de quel ministère ? Sur le site du ministère de la Transition écologique. Très bien. On ira voir. Merci beaucoup. On termine avec quelques jurisprudences, ça fait toujours plaisir les jurisprudences, qui concernent les baux commerciaux. Tout d'abord, un revirement qui porte sur la requalification d'une convention d'occupation précaire en bail commercial. Alors ça, comment une occupation précaire peut basculer en bail commercial ? Parce que en fait, le statut des baux commerciaux, tu le sais Lionel, c'est suivant certaines conditions, notamment une activité commerciale, il y a 4 conditions. Oui. Mais il y a des baux... d'autres contrats qui ne sont pas soumis au statut des baux commerciaux parce qu'ils ne viennent pas remplir tous ces critères. Et donc la convention d'occupation précaire, justement, c'est le fait qu'il y ait une précarité indépendante des volontés du locataire et du bailleur, qui ne sont pas soumis au statut du bail commercial. Oui. Donc c'est le cas en l'espèce, parce que c'est une commune qui conclut successivement 7 conventions d'occupation précaire avec un locataire qui fait piano-bar-restaurant. C'est dans une station de ski. D'accord. En fait. Okay. Et les conventions sont conclues entre 2009 et 2014. Ouais. Sachant qu'en 2014, l'effet va jusqu'à novembre 2015. Okay. C'est toujours une petite latitude. Ouais. Finalement, la commune indique à son locataire qu'elle veut reprendre les lieux. Donc, elle lui propose un contrat de location saisonnière, donc plus une convention d'occupation précaire. Elle lui dit qu'à l'issue de ces 7 mois, elle veut qu'il quitte les lieux. D'accord. Sauf que le locataire reste dans les lieux et demande la requalification de la convention d'occupation précaire en contrat de bail commercial. Or, il y a une prescription biennale, c'est-à-dire de 2 ans, pour voir requalifier le contrat de bail commercial, et de jurisprudence constante, jusque-là en tout cas. La prescription biennale, elle partait du premier contrat qui avait été conclu, même s'il y avait successivement plusieurs contrats. Ouais. Donc que ce soit pour le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, ils viennent indiquer qu'étant donné que le premier contrat il était en 2009, l'action est prescrite. Et là, coup de théâtre, revirement de jurisprudence par la Cour de cassation, elle estime que même s'il y a une succession de contrats, c'est à partir du moment où c'est le contrat dont on demande la requalification qui fait courir le délai de prescription. Or, ce que je t'ai indiqué, c'était novembre 2014. L'action a été faite en mai 2016.
Le locataire était donc dans les délais pour délais. demander la requalification du contrat de travail. Ah oui, d'accord. Donc la Cour de cassation modifie la date de départ de la prescription. De la prescription biennale, en effet. Donc c'est un vrai revirement parce que les décisions antérieures ne laissaient pas présager une telle solution. Donc c'est un arrêt qui est publié au bulletin, ce qui montre bien son importance. D'accord. Donc à tenir compte, très bien, merci. Et pour finir, donc une autre jurisprudence qui vient, elle, préciser qu'une action en reconnaissance d'un bail commercial après cessation d'un bail dérogatoire, là, pour le coup, est imprescriptible. Tout à fait, Lionel. On est dans la prescription Oui, aujourd'hui là, avec les jurisprudences. oui. C'est deux jurisprudences Alors, du 25 mai 2023, publiées par la Cour de cassation, donc importantes, deux précisions très importantes. Oui. Ici, c'est un contrat, un bail commercial de courte durée. C'est bien un bail commercial, mais de moins de 2 ans. Oui. Le bail commercial de courte durée, c'est un des contrats qu'on peut faire. Oui. Il y en a 2 qui sont conclus successivement entre un locataire et un bailleur. Le locataire, il reste dans les lieux. Donc, dans un premier temps, le bailleur lui demande des loyers, puis après, il lui demande une indemnité d'occupation. Parce qu'il n'y a plus de priori de contrat. Il reste dans les lieux quand même pendant 11 ans. Ah oui. Au bout de 11 ans, il demande à ce que, sur le fondement de l'article L145-5 du Code du commerce, on reconnaisse qu'à l'expiration d'un bail dérogatoire, ce qui était le cas en l'espèce, conclu pour une durée au plus de 2 ans, à la base, quand même s'il est resté devant les lieux, vu qu'il est resté en possession des locaux, il s'est opéré un nouveau bail qui est un bail soumis au statut des baux commerciaux. Une sorte de bail tacite, ça. C'est vraiment l'article L145 vraiment qui indique que s'il est laissé dans les lieux, il y a une naissance d'un bail commercial. Mais se pose toujours la question de la prescription. Oui. Puisque du coup, le bailleur indique que pour lui, il y a prescription de l'action, parce qu'11 ans après, donc il se base à la fois sur la biennale qu'on vient de voir dans la précédente affaire, la prescription de 2 ans, mais à titre subsidiaire, il dit même la quinquennale, finalement, au bout de 5 ans, par le Code civil, c'est passé, ça fait 11 ans. Donc c'est ce qu'indique la Cour d'appel. Et coup de théâtre aussi encore un deuxième de la Cour de cassation, qui vient indiquer que l'action en mutation du coup d'un bail de courte durée en bail commercial est imprescriptible. Elle n'est pas soumise à la prescription ni des 2 ans ni des 5 ans. Et comment est-ce que vous analysez ça du coup chez Lefebvre? Parce que c'est quoi la volonté de la Cour de cassation? C'est de mieux protéger les locataires? C'est important comme décision, mais c'est vraiment très limité. C'est-à-dire que c'est vraiment parce qu'il y a eu un bail de courte durée de moins de 2 ans, au titre de cet article L145-5 du Code du commerce, qu'il y a la naissance, c'est une mutation finalement d'un bail dérogatoire en bail statut commercial. Mais la requalification d'un contrat en bail commercial, comme on a vu sur la précédente affaire, ça reste prescription biennale. Donc ça reste très limité quand même, cette solution. Ok, mais quand même, il y a une volonté de la Cour de cassation de mieux protéger quand même... Finalement, oui, de mieux protéger le locataire et lui faire bénéficier du statut des baux commerciaux. Ça donne une pérennité finalement avec ces 3, 6, 9. Et ça, c'est nouveau quand même. Donc on pourrait voir cette volonté peut-être de protéger le locataire. Ok, très bien. Merci beaucoup Claire pour ce tour d'horizon de l'actu réglementaire qui était riche encore ce mois-ci. C'était un plaisir. Alors je rappelle que tu es chef de rubrique en santé sécurité au travail au sein des éditions Lefebvre Dalloz qui édite, on va le voir à l'écran, le guide des services généraux et de l'environnement de travail. Voilà, notre émission Droit devant, c'est fini. Merci encore Claire. Merci à toi Lionel. À la prochaine fois. À très bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission Droit devant. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.